Je vous demanderai de prendre place, s'il vous plaît. Nous allons débuter notre deuxième conférence dans quelques instants. Alors, nos prochains conférenciers se nomment Aurélien Ferry et Valérie Germain, sont tous les deux coachs agiles, notamment co-responsables de la communauté agile de CGI Québec. Après plusieurs années en tant que développeur, Aurélien a découvert l'agilité à travers le rôle de Scrum Master. Il croit fermement en la transformation culturelle permise par l'agilité. De son côté, quand Valérie a découvert le mindset agile dans un projet Scrum en 2010, il est devenu complètement accro de l'agilité. Depuis plus de 8 ans, il intervient comme Scrum Master, coach agile et formateur dans de grands organismes publics et privés. Cette conférence, vous allez l'adorer. Elle se nomme « Les individus et leurs interactions virtuelles, l'agilité après 3 ans de télétravail ». C'est encore très présent dans nos vies. Aurélien et Valérie examineront la première valeur du manifeste agile, les individus et leur interaction plutôt que les processus et les outils et les différentes façons de l'incarner dans les modes de travail à distance, en présence et hybride. Ils vous partageront leur apprentissage agile dans cette aventure humaine qu'on vient de vivre. On va réfléchir ensemble à la place occupée par le télétravail dans l'excellence agile. Merci d'accueillir Aurélien Ferry et Valérie Germain. Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus là ici pour notre présentation. Merci aussi à Agile Québec d'avoir retenu ce sujet et de nous avoir proposé de le présenter dans la grande salle pour 2 coachs agiles, fouler le même plancher que Lisa Atkins. C'est quand même quelque chose. Ouais, on avait prévu de se présenter, mais en fait, Carl l'a fait mieux qu'on l'aurait fait nous-mêmes. Donc, je pense, Valérie, qu'on peut commencer tout de suite. Oui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout le monde a activé sa caméra. Ouais, c'est le mode ensemble là, dans Teams, je reconnais. Ils ont fait des progrès quand même. Fait que voilà, Aurélien et Valérie, on fait des blagues quand on est un peu inconfortable. Ouais, il y a du niveau, donc forcez les rires. Alors, notre présentation, petite mise en contexte, là, on le connaît tous, mais on a eu un avant et après. C'était avant 2020, le télétravail, c'était un sujet presque de niche. On en parlait, c'était très rare, les personnes qui l'appliquaient. Il y avait aussi une volonté, Valérie, des personnes, des travailleurs, d'être en télétravail. Effectivement, alors que les organisations étaient globalement réticentes. C'est ça, le fait qu'en 2020, il n'y a pas eu le choix, les organisations, elles ont dû s'adapter brutalement. Ça a aussi été un petit peu subi, mais le télétravail s'est démocratisé. Aujourd'hui, 2023, qu'est-ce qu'on a vu Où est-ce qu'on est rendu? On peut retourner sur site, etc. On va faire le point sur tout ça. Et puis, un angle qui nous a paru intéressant, c'est comment l'agilité s'adapte, s'est adaptée et s'adapte encore aujourd'hui et devra s'adapter peut-être à l'avenir. Lisa nous parlait tout à l'heure des changements perpétuels et de cette capacité à s'adapter. Comment l'agilité s'adapte dans ces nouveaux contextes. Et parmi les 4 valeurs du manifeste agile, on s'est particulièrement intéressé, vous l'aurez compris avec le titre, à la première. Exactement. Donc toute notre présentation, là, on l'a vraiment pensé par rapport à cette première valeur, aussi au principe, on le verra un petit peu plus loin. Mais toi, Valérie, qu'est-ce que tu en retiens là, un petit peu là, du télétravail? On l'a tous un peu vécu. Une journée en télétravail, il ne se passe pas grand-chose. À la fin de la journée, si on veut parler de sa journée à notre conjoint ou notre conjointe, c'est un peu faible. Il n'y a pas de « ah, j'ai parlé avec un tel », etc. On en vient des fois à espérer que quelqu'un va renverser son café dans une rencontre pour qu'il y ait un petit quelque chose qui sorte du travail en lui-même. C'est vrai, tu trouves? Moi, j'en ai quelques-unes d'anecdotes un peu sympas. Ah oui? On prend une minute là. Je vais vous raconter une anecdote un peu rigolote. J'étais Scrum Master, j'étais un jeune Scrum Master. Donc quelques années après la pandémie, j'arrive dans une organisation. L'organisation avait pris une mauvaise habitude, comme beaucoup, c'était de ne pas mettre de caméra parce que pendant la pandémie, justement, tout le monde s'est retrouvé en télétravail. Il y avait des congestions réseau quand tout le monde mettait sa caméra en visio sur Skype. C'était Skype l'outil qui était utilisé. Point important. Et donc,
jeune Scrum Master, un peu facétieux, ben, moi je voulais un petit peu changer là, cette habitude et j'avais pris l'habitude de mettre tout le temps ma caméra. Quand j'appelais quelqu'un, je mettais ma caméra. Ce qui est intéressant avec Skype, c'est que quand tu appelles avec ta caméra, ben, si la personne en face ne fait pas attention, il va répondre avec sa caméra activée aussi. Donc j'appelle un collègue et il était en bobette, sur son lit, un peu reculé. Donc il a mis un peu de temps à réagir, à s'écarter de l'écran, un peu gêné. Mais c'est une anecdote rigolote à raconter. Maintenant que tu le dis, j'avais aussi une histoire de bobette. C'est un peu la même, je ne la raconterai pas, mais finalement, voilà. Qu'est-ce qui nous reste après une journée de télétravail? Au mieux, des histoires de bobettes. Alors, pour réfléchir un petit peu à tout ça ensemble, pour s'identifier, se retrouver là-dedans, on a pris des personas que vous voyez à l'écran. Donc, par exemple, le personnage de la gestionnaire. Alors, à main levée, qui est gestionnaire dans la salle? Il y en a. Ok. Scrum Master? Les Scrum Masters, faites du bruit, les Scrum Masters. Ok. Yes. Les Product Owners? Quand même quelques-uns. Vraiment bruyant. Et quand on dit développeur, évidemment, au sens du guide Scrum, les équipiers, ceux qui font partie d'une équipe de réalisation. Ah. Ok. Excellent. Un beau public. Eh bien, commençons sans plus tarder. Alors, on va parler des moyens de communication. Donc, comment ça a évolué, qu'est-ce que c'est devenu en mode télétravail, dans le fond. Avant ça, avant mars 2020, on n'avait pas Teams, etc. On n'avait pas mis en place ces outils-là. Donc, on envoyait un courriel. Donc, on touchait un certain nombre de personnes. Et puis, il y avait tout un historique d'échanges, pas toujours facile à lire. On n'avait pas forcément... ça pouvait être... c'était pas très dynamique, mettons, où on s'appelait. On s'appelait, c'est ça. Se parler tu te retrouves avec un courriel long comme le bras, ce qui se passait, tu appelais la personne, tu en discutais avec lui, tu continuais la conversation un petit peu en face à face. Peut-être que l'information se perdait, se diluait. Alignements par rapport aux autres personnes de la conversation, après il faut ramener. Ou alors, de manière beaucoup plus informelle, on jasait dans les couloirs, à la machine à café, on rencontre quelqu'un. Donc, soit on était déjà en contact et on continue une conversation, soit aussi on crée des liens inattendus, on développe un réseau de manière informelle. Donc, c'était aussi des opportunités. Ouais, et ça nous est tous arrivé là de faire des rencontres impromptues justement à la machine à café qui nous permettaient de débloquer en fait des situations auxquelles on n'aurait pas pensé. Effectivement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les échanges sont un peu plus dynamiques parce que on a eu beaucoup de nouveaux outils, là. On a beaucoup de moyens d'interagir un petit peu entre nous. On peut utiliser des emojis. Toi, tu es un grand fan des emojis. On peut réagir. On peut créer des conversations, des chats, là. C'est très réactif. On peut toucher plein de monde là-dedans qui ne sont pas forcément dans le même site que nous. C'est ça. Tu as des canaux de discussion qui se créent par affinité, par compétence. Tu as aussi accès à des personnes, tu peux parler, moi je peux parler très facilement à des personnes très haut placées là, dans mon organisation. J'y ai accès, alors qu'avant, il fallait aller les trouver peut-être dans le bureau, c'était un peu plus compliqué. Une plus grande visibilité, effectivement, notre message est vu par beaucoup plus de gens qui aient envie d'y répondre ou pas. Et puis en même temps, c'est beaucoup plus formel. Ouais. On n'a pas... on va contacter quelqu'un, on va lui demander « est-ce que tu as quelques minutes ?» On va le céduler quelque chose, ok? Ou alors... tout simplement, les machines à café sont carrément rendues programmées dans l'agenda parce que sinon, elles n'existent pas. Et on ne prend pas de café dans ces machines à café-là. Enfin, on fait ce qu'on veut, mais on n'est pas... Voilà, c'est des machines à café sans café. La spontanéité, on oublie là. À ce moment-là, on essaie de provoquer un petit peu les rencontres. Donc, on perd en spontanéité, mais on touche aussi plus de monde plus facilement. Ouais. Parlons un peu des rencontres. Ouais. Donc avant, il fallait se rassembler dans une salle. Donc il fallait réserver la salle. Des fois, juste ça, c'était très complexe. Trouver une salle assez grande, etc., pour faire la rencontre. Et puis, il fallait que tous les gens soient au même endroit, dans le même site, pour pouvoir se rassembler. Oui, exactement. Et puis quand tu étais là en réunion, tu participais activement à la réunion. Tu n'avais pas vraiment le choix. Tu ne pouvais pas te cacher là dans un coin. Tu étais physiquement présent, le reste de ton travail, il n'avançait pas. Et qu'est-ce qui se passait aussi justement là à ton bureau? Pendant ce temps-là, il y avait des courriels qui continuaient à rentrer. Il y a peut-être des gens qui voulaient me parler, donc qui se disaient il va revenir à 11h, je vais l'attendre à son bureau. Donc on a toute une file d'attente de choses à régler ou à répondre, etc., qui n'ont pas avancé pendant la rencontre. Donc on était peut-être beaucoup plus monotâche, on était peut-être plus focus dans la rencontre du moment.
mais après, on avait peut-être plus de choses à régler. Et puis aussi, physiquement, il fallait aller d'une salle à l'autre. C'est ça. Fin de la réunion, on se lève, physiquement, on doit changer. Ça faisait un petit buffer, là, on pouvait un petit peu changer son mindset, se rafraîchir un petit peu. Là, on en a parlé hier là, dans la conférence de Pavel et d'Héloïse sur la concentration. Effectivement. Là, on avait en fait ce petit buffer naturel qui se faisait parce que physiquement, on devait se déplacer, on pouvait parler aussi, on pouvait débriefer peut-être la réunion et on avait un petit temps d'adaptation avant la prochaine. Et puis des fois, on pouvait aussi continuer la conversation, des choses qu'on n'a peut-être pas dit, qui n'ont pas été dites dans la rencontre, ou croiser d'autres personnes encore, les liens informels de tout à l'heure. Donc, c'était peut-être un peu de temps de perdu, on arrivait souvent en retard à la rencontre suivante, mais des fois on pouvait l'utiliser aussi. Maintenant, il n'y a plus de salles. En tout cas, elles sont virtuelles. On en a autant qu'on veut. Ouais. Elles sont aussi grandes qu'on veut. Ouais, et ça veut aussi dire que justement, là, tu perds plus de temps. Quand tu passes d'une réunion à une autre, tu as tendance à enchaîner. Par contre, attention, on a aussi plusieurs options, encore une fois, pour réagir, pour participer. Souvent, les plus timides sont quand même un petit peu plus à l'aise. C'est vrai. Quand on n'osait pas s'exprimer, par exemple, et que du coup, c'était toujours un peu les mêmes qui parlaient, là, dans une rencontre virtuelle, on peut réagir dans le chat, on peut réagir avec des emojis, on peut aussi lever la main. Des fois, on la levait un peu timidement. Là, on la lève tous de la même façon et le facilitateur va justement y aller par ordre un peu de priorité. Ça donne peut-être un peu plus de facilité pour ces gens-là. La partie facilitation qui nous intéresse tout particulièrement, pour laquelle on a beaucoup d'affection. C'est pour vous les Scrum Masters. Donc il y avait beaucoup d'interactions humaines très riches. On voit le non-verbal, on voit la posture de quelqu'un qui n'est peut-être pas d'accord ou au contraire qui veut souligner que ça l'intéresse. Quelqu'un qui n'a pas envie de parler. C'est vrai aussi que dans ces rencontres en salle, on ne pouvait pas se cacher, alors que dans les rencontres virtuelles, on peut le faire. Donc, en tant que facilitateur, dans une salle, je vois qui a envie de se cacher, qui se fait tout petit pour ne pas s'exprimer, par exemple, ou s'ennuie tout simplement et regarde sa montre ou son téléphone. Oui, tout à fait. Et puis, tu as encore là cet aspect de spontanéité qu'on a tous ensemble. C'est aussi beaucoup plus facile, là, un truc tout bête, mais on avait une salle, on avait un tableau, on avait des post-it. Je pense que tout le monde dans la salle arrive à se servir d'un feutre, d'un post-it et de le coller au tableau. C'était très facile. On fait un sondage à main levée ? Ouais. Qui sait se servir d'un post-it ? On est bon. Il n'y a pas tout le monde, par contre, on fera attention. C'est vrai qu'avec les outils virtuels, dans les outils de tableau blanc, Mural, Miro, par politesse, je ne parlerai pas trop de whiteboard, il y a une courbe d'apprentissage pour les gens. Encore aujourd'hui, on rencontre des gens qui ne sont pas encore habitués. Un outil ou l'autre ne fonctionne pas de la même façon. Et puis pour le facilitateur. Ce n'est pas le même métier de faciliter en présence et à distance. Ça change beaucoup de choses. Déjà, en effet, pour les tableaux blancs, tu as intérêt à le préparer avant. Tu peux pas arriver. Tout le monde, ça nous est tous arrivé là. On arrive, on ouvre son mural, peu importe. On n'a pas tout bloqué. 2 minutes après la rencontre, le tableau est tout le pété. Bazar. Voilà. Donc ça demande quand même un peu de préparation avant. Des dynamiques différentes aussi pour le facilitateur, par exemple, que ça soit, vous êtes coach et vous observez, vous voulez observer une mêlée, par exemple, et vous voulez vous faire oublier, vous ne mettez pas votre caméra, même si d'habitude vous dites à tout le monde de la mettre, vous écoutez la rencontre, les gens ne se rendent même pas compte que vous êtes là. Alors que si vous étiez dans un coin de la salle, pas tout à fait la même chose. Pareil, vous animez un atelier avec un outil de tableau blanc, dans lequel il y a par exemple un certain nombre d'équipes, de zones pour les équipes qui sont dans des breakout rooms. Vous, en regardant le mural, vous pouvez observer tout ce qui se passe. Tiens, ceux-là ne mettent pas de post-it, tiens, ceux-là ont bien avancé, etc. Là encore, vous êtes un observateur comme invisible et vous avez une vue d'ensemble de ce qui se passe dans toutes les salles sans même y aller. Donc il y a des opportunités aussi ou des façons différentes de travailler avec des avantages. Exactement, ça c'est très très intéressant. Et puis on a aussi un autre élément un petit peu plus embêtant, mais souvent ça demande quand même un peu de renfort quand on facilite un atelier ou peu importe l'activité à distance, parce que on présente quelque chose, on ne va pas forcément voir toutes les réactions en même temps, on va peut-être avoir de la difficulté à prendre des questions selon le nombre de personnes, le nombre de participants, selon à quel point on est familier avec eux aussi. Il y a aussi cette partie-là à gérer. Exact.
Donc si on veut résumer tout ça, ben, oui, il y a moins d'interactions spontanées en virtuel. Il y a une certaine perte de lien social, de lien ou d'interaction humaine. Mais il y a plus d'opportunités aussi, donc que ça soit de pouvoir toucher énormément de gens, atteindre énormément de gens avec notre message et n'importe où, je dirais dans le monde, multisite, etc., que ce qu'on vient de dire sur les tableaux blancs. Exactement. Mais par contre, il y a de passer d'un sujet à l'autre sans aucune pause, par exemple, un plus grand overhead et aussi pour le facilitateur de surveiller le chat, les différents moyens d'interagir. Il y a comme plusieurs conversations qui se passent en même temps, les mains levées, etc. Pour le facilitateur, ça peut être beaucoup à faire en même temps. Oui, tout à fait. Avant d'aller plus loin, on va regarder un petit peu là ce que nous dit le marché. Donc, on a sélectionné des grands acteurs du marché. On aurait pu en prendre plein. On a quand même choisi eux. Pourquoi? Google, ils sont assez intéressants parce qu'ils font plein d'études, ils publient drôlement sur leur démarche, ils ont fait des études sur les équipes performantes, plein de choses intéressantes comme ça. Ce qui s'est passé du côté de Google par rapport là, à la pandémie au télétravail, au début, ils étaient assez discrets, mais ils favorisaient plutôt le télétravail. Dans les mêmes temps, ils investissaient des montants assez importants pour créer des locaux attrayants dans lesquels les équipes pourraient collaborer. Donc on sentait quand même qu'il y avait une envie là de tout doucement faire revenir aussi les personnes sur site. Et au final, ce qui s'est passé assez récemment, l'instruction, ça a été revenez collaborer là 3 jours sur site, version hybride avec nous. Pourquoi, Valérie? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment, ce n'est pas forcément très justifié dans les communications. Et puis alors encore plus radical que ça, et donc encore plus décrié peut-être dans la presse, mais c'est souvent comme ça qu'on le connaît. Elon Musk, avec toutes ses sociétés, il a été plus radical et il a carrément interdit le télétravail avec des sanctions assez sévères. Mettons, j'ai lu récemment qu'il avait un rapport hebdomadaire sur les gens qui ne se présentent pas au bureau. Donc, un article là-dessus. Il l'a imposé, pas forcément en expliquant le pourquoi. Là, je crois qu'il a évoqué le respect et l'engagement, quelque chose comme ça. On leur fait dire un peu ce qu'on veut à ces mots-là. Et il l'a fait dès que possible. C'est le premier à l'avoir fait. Il a pris la décision très rapidement. Du côté de Facebook, c'est intéressant aussi. Au début, ils étaient vraiment défenseurs du télétravail. Ils étaient pour le télétravail. Et tout récemment, communication de Mark Zuckerberg qui dit là, on s'est rendu compte que nos ingénieurs qui collaboraient sur place avaient de meilleures performances que les ingénieurs qui collaboraient à distance. Mais de quoi on parle performance? De quelle performance on parle? Comment c'est mesuré? Ouais, et puis de quels ingénieurs? Est-ce que c'est bon pour ceux qui ne sont pas ingénieurs? Pourquoi l'appliquer à tout le monde si c'est bon pour les ingénieurs? À la fin, la règle qui a été retenue, hybride 3 jours sur site, comme beaucoup. Comme beaucoup. C'est un peu la mode. C'est comme les sprints de 3 semaines, on en voit beaucoup, là c'est pareil. Alors voilà, on peut se demander, puisqu'on n'a pas trouvé la justification des raisons, donc ça peut être des raisons de productivité, le sentiment d'appartenance qui est très souvent évoqué, a relativement récemment, en tout cas dans le courant de l'année, le patron de Desjardins a fait par exemple un forum ouvert pour rencontrer des jeunes et discuter des principales problématiques, mettons, qu'on pouvait rencontrer dans la société. Et le sentiment d'appartenance est ressorti assez fort. Donc oui, ça peut être un argument. Les directives obscures, ça, on les subit souvent. En fait, on ne comprend pas trop pourquoi. Quand on est dans l'organisation, la règle, c'est de venir, justement, 3 jours sur site. Mais pourquoi? On ne sait pas. C'est juste là, peut-être que c'est ministériel, peut-être que c'est le siège social qui impose ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Exact. Un besoin de suivi, peut-être, c'est peut-être plus difficile pour un ou une gestionnaire de suivre ses employés, de savoir ce qui se passe, etc. à distance. Là encore, il y a peut-être des moyens à chercher. La créativité, on dit beaucoup qu'elle est stimulée quand les gens sont dans une même pièce. Oui, et puis encore la performance. Bien sûr. Et la performance, voilà, très intéressant. La performance, en fait, nous, on est un petit peu embarrassés parce qu'on n'a aucune mesure. OK. Voilà. Les ingénieurs de Facebook ont de meilleures performances ensemble quand ils collaborent sur site. Mais ça ne nous parle pas vraiment, en fait. Alors, on va regarder un petit peu du tout sur site au tout en télétravail. C'est quoi un petit peu les nuances et comment nos personas peuvent vivre ça? Alors, par exemple,
ben, notre équipier, notre développeur au sens du guide, ben, même si il s'occupe de ses enfants le matin parce qu'il est chez lui en télétravail, il peut se connecter avant tout le monde, il n'a pas de déplacement, etc. C'est très facile pour lui. Et puis en plus, il a investi quand même dans un super bon bureau exactement comme il veut. Il n'a plus de douleur dans le dos, il est vraiment installé comme il veut. Donc il y a une flexibilité, mettons vie personnelle, vie professionnelle. Il y a aussi un confort là-dedans. C'est un grand confort, une plus grande flexibilité. Puis on a aussi notre gestionnaire. Notre gestionnaire a d'autres problématiques. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a des difficultés là, à créer du lien. Elle ne voit pas trop comment créer du lien avec ces personnes. Il y a certains de ses collaborateurs qu'elle n'a même jamais vus, donc ça l'embarrasse, elle ne sait pas trop comment faire avec ça. Puis, dans le coin de sa tête, là, il y a toujours quand même cette histoire de « je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils font là dans leur journée ?» On ne sait pas trop, on ne les voit pas. La transparence, c'est un petit peu plus compliqué à distance, en effet, quand on est sur site. Donc, c'est une question légitime. Alors quand on est sur site, mais entièrement sur site, comme par exemple chez Elon Musk, ben, on peut quand même être multisite, parce qu'il y a beaucoup, ça a ouvert beaucoup de frontières, je dirais, et on a beaucoup d'équipes multisites. Donc c'est bien beau de venir sur site, mais si je suis à Montréal et mon équipe est à Québec, ben, je vais faire du télétravail à Montréal pendant que mon équipe fait du télétravail au bureau de Québec. Donc ça ne me donne pas grand-chose finalement. Oui, c'est très intéressant, je trouve, pour le product owner, parce que, ben oui, on essaie de faire se rapprocher les TI, les affaires, c'est vrai. Mais en attendant, concrètement, on le voit, oui. Les product owners, ils appartiennent souvent à une autre direction, à un autre service, qui vont avoir des règles qui leur sont propres, qui ne sont pas forcément partagées avec le reste de l'équipe. On veut rapprocher les TI et les affaires, on veut briser les silos, mais on n'est pas forcément tous au même endroit. Et puis alors, pour notre Scrum Master, peut-être qu'elle a envie, elle trouve ça cool, puis beaucoup plus riche humainement, de faire la rétrospective, tout le monde ensemble, dans une même salle. Donc, on peut faire ça plus souvent. Elle apprécie peut-être cette opportunité-là. C'est ça, c'est plus simple, c'est plus facile. Il y a besoin de moins de préparation. Elle arrive à mieux collaborer quand elle est sur site. Donc, c'est normal aussi qu'elle nous communique ses besoins. Quand on y pense, il y a des Scrum Masters qui ont commencé leur rôle pendant la Covid et qui n'ont, pendant 2 ans ou plus, jamais fait de rétrospective dans une même salle, par exemple, d'ateliers en physique, avec tout le monde qui déplace les post-it, etc. Cette dynamique-là, cette énergie-là, évidemment, en virtuel, on ne la sent pas toujours. Puis là, on arrive aux 50 nuances, là, vraiment, de l'hybride, 1 jour sur site, 2 jours, 3 jours, 1 jour par semaine, par trimestre. Il y en a pour tous les goûts. C'est un petit peu là comme les sorbets de crème glacée de Jean René. Ah oui, oui, oui. Alors notre producteur il nous dit ça n'a pas de sens là, moi on me demande de venir et pourtant mon équipe elle n'est même pas présente. Et ça je pense que ça nous est tous arrivé. On ne se pose pas de questions, on est en mode hybride, donc on a tous 2-3 jours à venir sur site. Naturellement, sans vraiment se concerter, en fait, on a décidé de venir travailler ce jour-là et on se rend compte que on est tout seul. Mais il y a une flexibilité aussi, par exemple, pour l'équipe. S'il y en a un qui a un empêchement ce jour-là, par exemple familial, ne peut pas venir au bureau, il va quand même pouvoir se connecter. Du coup, on va aller se retrouver dans la salle et on va se connecter en virtuel. Donc, on va quand même pouvoir avoir la rencontre et un certain nombre de personnes sont ensemble. C'est ça. En conclusion, là, après le confinement, qu'est-ce qu'on a observé ? Où est-ce qu'on est rendu ? Souvent, donc, les employés ont un certain confort, une certaine flexibilité qui leur permet de télétravail. Ils n'ont plus vraiment envie de revenir, en tout cas à temps plein, sur site. De l'autre côté, on a les organisations. On ne comprend pas trop pourquoi, mais en tout cas, elles veulent que leur personnel revienne sur site pour collaborer ensemble. Donc, ils ne veulent plus là 100% de télétravail. Mais en même temps, on voit tous les réaménagements qu'il y a eu, etc., les fameux aménagements flexibles. Les organisations ne peuvent plus offrir 100% du temps sur site. Donc, à part quelqu'un comme Elon Musk qui peut avoir des bureaux très très vastes, la plupart des organisations qu'on connaît, par exemple à Québec, se sont organisées et tiennent compte de cette nouvelle réalité et donc ne peuvent plus accueillir tout le monde en même temps sur site. Du coup, ça nous donne... sur cette magnifique infographie, un espèce de compromis sur l'hybride qui n'est pas nécessairement ce que réclame une grande partie des employés, qui n'est pas non plus exactement ce que veulent toutes les entreprises. Enfin, c'est un peu ce qu'on peut se permettre finalement quand on croise tout ça ensemble.
Et de fonctionner en mode hybride, ben, ça veut dire aussi très souvent faire des rencontres hybrides. Okay, on n'est pas tous ensemble dans la salle, on est à moitié l'un, à moitié l'autre, et on va y revenir, mais c'est un petit peu le pire des deux mondes. C'est ça, tu nous fais la transition. Là, on va prendre quelques temps pour casser quelques mythes, hein, parce que là, on n'arrête pas de parler du mode hybride, le mode hybride. Mais non, le mode hybride, ça n'existe pas en fait. On pourrait peut-être parler plutôt de télétravail au bureau. Ça, ce serait déjà plus correct. Hein. Voilà. Quand vous êtes dans une salle pour une rencontre virtuelle, vous ne pouvez pas interagir comme vous le feriez si tout le monde était dans la salle. Les gens qui sont à distance n'entendent pas bien. Les discussions, si vous pouvez pas interagir de la même façon. Ceux qui sont loin perdent énormément d'informations. Donc finalement, c'est un peu plus comme une pièce de théâtre, chacun son tour, etc. Donc, on ne profite pas du fait d'être dans la même salle. On fait du télétravail ensemble dans la même salle avec les gens qui sont à distance. Donc, non, le mode hybride, ça n'existe pas aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas les moyens de faire quelque chose de satisfaisant. Ouais, et vous avez tous assisté, je suis sûr, à des présentations, des formations, peu importe, où une partie des personnes étaient ensemble dans la pièce et puis une autre portion des personnes étaient à distance. Ben là, il y a forcément une des deux parties qui va être lésée, qui ne va pas réussir à suivre convenablement la présentation. Souvent, ça va être à distance parce qu'on va être moins focus, tout simplement. Et puis alors, le fameux besoin de socialisation. On a parlé de sentiment d'appartenance. On est dans la même thématique, dans le même besoin. C'est pas vrai que tout le monde a le même besoin de socialisation. Okay? Ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des tas de profils différents. Il y a des gens qui, et ce n'est pas juste une question de confort, il faut différencier jugement et observation, qui ne sont pas à l'aise dans des grands groupes, qui ne sont pas forcément à l'aise en groupe et qui vont plutôt vouloir une rencontre d'équipe une fois de temps en temps, par exemple, pour de bonnes raisons, mais qui en soi sont beaucoup mieux chez eux la plupart du temps à faire leurs affaires et à interagir avec un peu plus de distance. Ils ont peut-être déjà bien aimé le 2 mètres de distance qu'on nous a imposé. Déjà, c'était un premier pas pour eux. Donc, il ne faut peut-être pas vouloir l'imposer, mais peut-être en discuter et savoir vraiment ce que chacun veut, plutôt que de dire la socialisation, ça va être 3 jours par semaine, venez au bureau. D'autres mythes? On continue avec les mythes, la fusion vie perso, vie pro et la charge mentale. Ça, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur, je pense. Alors, est-ce que c'est vraiment une fusion, hein? Le cerveau humain est fait pour se concentrer sur une chose à la fois. Donc, soit vous êtes en train de faire quelque chose pour votre travail, soit vous êtes en train de répondre ou d'aider votre enfant ou de lancer votre lessive, par exemple. Donc, ce n'est pas une fusion réellement, mais il y a effectivement une plus grande flexibilité. Et au niveau de la charge mentale, ce que ça vient apporter, c'est que, à la fin de la journée, le fait que vous ayez pu faire votre lessive, par exemple, que vous ayez pu amener votre enfant à l'endroit où il devait aller, tout en vous connectant dans la voiture en audio à la rencontre, ça vous a permis de faire un peu les deux. Et puis à la fin de la journée, vous avez peut-être moins de questions qui vous trottent en tête. Il y a un certain nombre de dossiers perso qui sont réglés sans que ça ait vraiment eu un impact sur votre vie professionnelle. Même vous avez peut-être été plus efficace parce que vous aviez moins de choses en tête dans la journée. Donc attention, il y a aussi des travers. On peut être aussi tenté là, de prendre des appels, de répondre à des courriels en dehors de son temps de travail, parce que c'est facile, on a accès à notre bureau. Mais je crois que c'était Jean-René hier, il parlait d'hygiène numérique, c'est aussi un petit peu ça, là, le télétravail, ça demande une certaine rigueur, ça pose aussi de certaines règles, pour que notre équilibre vie pro, vie perso, il n'en souffre pas trop. On arrive au dernier, et mon préféré, la loi des 2 pieds. La loi des 2 pieds. C'est génial, la loi des 2 pieds, parce que je pense qu'on la connaît à peu près tous. On l'introduit tous aussi dans les organisations. Mais là, en vrai... Qu'est-ce que les coachs agiles peuvent nous la vendre, cette loi des 2 pieds? Et qui est-ce qui l'applique dans son organisation, la loi des 2 pieds? Là, levez la main. À main levée, qui a vu ou est sorti, mettons, au moins 5 fois d'une salle parce que... finalement, la discussion n'avait rien à lui apporter, il n'avait rien à apporter à la conversation. Bon. On a quelques mains. Grand monde. Très peu. Ok. Bon, il y a Romain, mais on le connaît. Ouais, hein? Problème de respect, c'est quand même autre chose. Mais non, la loi des 2 pieds, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça prend là toute son ampleur, justement. Quand on est en visio, quand on est à distance, c'est quand même plus simple
comme tu l'as dit, de couper sa caméra et de suivre un petit peu en retrait une réunion. On n'a pas besoin de physiquement se lever, de claquer la porte. Qu'on fait croire qu'on est encore là, mais on n'y est plus. Ouais. Ou alors, on a une oreille dans la rencontre et une autre sur d'autres choses qu'on a envie de faire, des messages à répondre. Fait que c'est peut-être plus la loi des 2 oreilles que la loi des 2 pieds, finalement, qu'on a réussi à mettre en place. C'est un petit compromis. C'est ça, c'est correct. Bon, on parle beaucoup, là, Valérie, mais hier midi, c'était Dave Jack qui l'a dit, il y a un problème là, avec la première valeur. Effectivement. On a échoué sur cette première valeur, Valérie. Donc les interactions, on en a beaucoup parlé, on a vu comment elles avaient tenté, on avait essayé de les garder riches, efficaces, etc. Dans ces contextes-là. Puis si on va plus loin dans le manifeste, on peut regarder aussi dans les principes. Hein. La priorité de l'équipe, c'est de livrer de la valeur. Pour ça, il faut des équipes motivées, à qui on donne des objectifs. Il faut aussi collaborer étroitement avec, être proche de nos utilisateurs, de nos clients. Et puis pour tout ça, on le rappelle aussi, au niveau des interactions, le manifeste agile nous le dit, le mieux c'est le face-à-face. Alors le face-à-face en 2 dimensions, où on est coupé au niveau des épaules par rapport au face-à-face où on est dans la même pièce, l'un en face de l'autre, avec le visuel, la gestuelle, éventuellement le tactile, sans harcèlement bien sûr, c'est pas la même chose. Exactement. Là, il ne faut pas oublier que là, ce manifeste, ça doit être notre boussole, ça doit être ce qui nous guide. Et bien, en fait, là, dans tout ce qu'on a dit, il y a peut-être quelqu'un qui manque là, dans l'équation. Ce serait qui? Je ne vous entends pas. Pas d'idée? L'équipe. Oui. On parle beaucoup des besoins individuels. Je veux du télétravail, je veux de la socialisation, je veux retourner au bureau, etc. L'organisation veut ci ou ça, mais est-ce qu'on a demandé aux équipes qu'est-ce qui était le mieux pour elles? De quelle manière elles veulent utiliser ces opportunités-là, d'être ensemble sur site, d'être en télétravail? C'est la discussion qu'on veut vous amener aujourd'hui. Oui, et même au sein de l'équipe, en réalité, les discours qu'on a eus, c'est presque des discours un petit peu égoïstes, un petit peu individualistes sur son confort, sur sa flexibilité. Exact. Comment on fait là pour recréer l'engagement dans cette situation-là? On a l'impression que cette discussion n'a pas forcément eu lieu, que tout le monde marche un peu sur des œufs. On ne peut pas imposer certaines choses, mais finalement, on ne s'est pas posé la question vraiment des besoins de chacun. Donc, l'équipe, il faut considérer le bureau, virtuel ou physique, comme un membre de l'équipe. On avait, avant la COVID, des espaces, que ce soit l'ensemble des cubicules de l'équipe ou une salle réservée, on avait des espaces personnalisés, des radiateurs d'information. On savait qu'on rentrait dans l'espace de l'équipe. Avec le COVID, chacun s'est développé son bureau à lui, donc il l'a personnalisé, mais l'équipe n'a plus d'espace. Ouais, attention, là, le flex office, on en parle, on le voit, c'est bien, mais en fait, tu te retrouves un petit peu avec des bureaux impersonnels, standards, qui doivent convenir à tout le monde, mais qui conviennent dans les faits à personne, et surtout pas aux besoins de notre équipe de collaboration. Alors, est-ce que des fois, on ne pourrait pas partager l'espace, mais en même temps être capable de le personnaliser le temps qu'on l'utilise? Et puis, oui, être tous ensemble, ça stimule la créativité. Et vous trouverez aussi, dans les liens qu'on va vous mettre à la fin, personnaliser son espace, ça stimule la créativité aussi. Il y a eu des études là-dessus. Donc on va continuer. Alors comment avoir cette discussion en fait? Oui, exactement. Notre gestionnaire, elle doit peut-être être un peu transparente. Elle a des contraintes, elle subit aussi des contraintes de la part de l'organisation. Il faut qu'elle communique, il faut qu'elle les fasse redescendre ces contraintes pour voir un petit peu comment elle peut composer avec, parce qu'en tant que gestionnaire aussi, elle est légitime et elle a certaines attentes. Mais il faut recréer là un petit peu le dialogue. Par exemple, comment elle veut faire son suivi? C'est pas pareil d'un gestionnaire à l'autre? Il faut peut-être l'exprimer. D'ailleurs, à propos des gestionnaires, il y a aussi le patron d'IBM qui a dit que, selon lui, le télétravail est un frein à la promotion, qu'on ne peut pas devenir gestionnaire si on n'est pas régulièrement en contact avec ses employés, si on est juste tout le temps en télétravail.
Bon, je laisse ça sur la table, c'est son opinion. Et puis, notre gestionnaire, Oui. elle doit peut-être aussi aller à la rencontre de ses équipes, écouter leurs besoins. Hein. Exactement, du côté de l'équipe, il y a un outil qui est quand même très puissant. La charte d'équipe, c'est un bon moment là justement pour se mettre d'accord, pour actualiser cette charte, pour avoir les discussions qui sont transparentes, qui sont saines et ouvertes Exact. dans notre équipe, pour comprendre les besoins de chacun et se dire, moi là, en tant qu'équipe, de quoi on a besoin pour être plus efficace, pour mieux livrer. Exact. Est-ce que peut-être ces contextes-là de télétravail, d'être sur site, etc., d'être multisite, est-ce que c'est un frein à certaines des valeurs dans notre charte d'équipe, un peu comme on l'a analysé depuis le début là, par rapport au manifeste agile. Pour l'équipe, qu'est-ce que ça veut dire donc, ça vaudrait la peine de se reposer cette question-là. C'est ça, et de se demander quelles activités sont vraiment utiles, sont vraiment plus efficaces, honnêtement, quand on est tous ensemble. Il faut se poser la question. Exact. Il y a du pour et du contre, on l'a vu. Tout n'est pas mauvais en virtuel, tout n'est pas mauvais sur site, évidemment. Il y a des avantages. Utilisons au mieux ces avantages et laissons peut-être l'équipe plus de latitude pour décider. Et puis, on l'a dit, le besoin de socialisation est variable d'une personne à l'autre. Donc, si on décide que c'est 3 jours pour tout le monde, on ne tient pas compte du tout de ça, on impose. Notre Scrum Master, c'est un petit peu aussi la personne qui est efficace pour faire le lien là, entre notre organisation, l'équipe, avec les gestionnaires, pour faciliter aussi les discussions. Oui, créer le cadre de sécurité psychologique pour que chacun puisse s'exprimer sans jugement au niveau de ses besoins et au niveau aussi de ce qu'il veut pour l'équipe. Ça, comment on peut mieux communiquer là, les besoins de l'équipe? Comment je peux faire aussi redescendre les besoins de ma gestion auprès de mon équipe pour qu'on puisse collaborer tous ensemble plus efficacement? Sans oublier que le Scrum Master aussi, il a peut-être des attentes comme tout le monde, des préférences. Par exemple, j'ai envie de faire la rétro en salle plus régulièrement. Et puis je veux vraiment la faire en salle, je ne veux pas la faire hybride. Donc j'ai le droit de dire, j'ai le droit de proposer comme règle, si tu ne peux pas venir ce jour-là, c'est comme avant 2020, tu n'es pas dans la rétro. Parce que je ne vais pas préparer à la fois un truc en salle et un truc hybride. Moi, ce que je veux pour cette rétro-là, c'est que tout le monde soit ensemble. Et puis après, on tient compte des contraintes et des envies de chacun. Ce n'est pas forcément chaque rétro. Si on est multisite, on va discuter avec le gestionnaire pour rassembler tout le monde tous les X mois, par exemple, parce qu'il y a un budget associé. On va tenir compte de tout ça. Mais les Scrum Masters ont le droit d'exprimer ces besoins-là aussi, pour bien jouer leur rôle. Et le PO. Product Owner, oui. C'est quoi justement là, les conversations qui seraient améliorées quand on les tient tous ensemble en salle plutôt qu'à distance? Ça, c'est pareil. En effet, il y a peut-être des contraintes géographiques qui font que, nos parties prenantes sont peut-être à Montréal, nous on est à Québec. Mais malgré ça, peut-être que notre Product Owner, il peut aussi, avec l'équipe, avec la gestion, avec le Scrum Master, qui va faciliter tout ça, avoir la discussion de comment on pourrait réussir peut-être à faire venir nos parties prenantes sur site plus régulièrement, parce que ça va nous permettre de livrer plus efficacement, de pivoter aussi plus efficacement et plus rapidement. Donc ça apporte vraiment quelque chose à notre Product Owner de venir, de collaborer ensemble. Alors par contre, c'est pas mal des fois aussi en virtuel, quand on fait nos revues, on peut les enregistrer. Donc ça peut être visible après coup. On peut avoir du feedback dans la semaine qui suit. Par exemple, on peut continuer à avoir du feedback de gens qui n'auraient pas pu être présents. C'est quand même un avantage. Ouais, du feedback asynchrone, ça se prend quand même. Mais par contre, quand on l'a fait en présence, notre équipe peut être à la rencontre de ses utilisateurs et vice-versa, entendre le feedback directement, voir les réactions. Ça vaut quand même la peine aussi. Donc, les deux sont bons et peut-être les utiliser au mieux, décider ce qu'on préfère et puis peut-être mixer aussi, mais il y a du bon des deux côtés. Toutes ces discussions, on garde là notre boussole qui pointe là sur le manifeste agile, qui va nous guider, qui va et nous aider à être plus transparents sur les décisions qu'on va prendre en tant qu'équipe, que ce soit gestionnaire, équipe ou product owner. Puis d'ailleurs, on peut placer un peu toutes ces réflexions-là sur la boussole d'Alistair, notamment avec la collaboration dans un des 4 axes. Je ne les ai pas appris par cœur. Alors, il y a eu des expériences quand même dans le monde pour essayer de faire peut-être des fois de l'hybride qui marche un peu mieux. Tu me disais que ça ressemblait un petit peu à un plateau de télé, ce qu'il y a en haut à gauche. Donc, si je me retourne, ma collaboratrice, c'est un écran de télé assez grand pour que j'ai l'impression de voir sa tête en 2 dimensions à grandeur réelle. C'est mignon, mais j'y crois pas. On est toujours en 2 dimensions.
hein. On essaye de s'approcher, mais on est encore loin de l'interaction réelle. Ou alors de projeter le mode ensemble. Donc, il y a une partie des gens dans la salle et puis les autres, on les voit tous en même temps. Bon, le mode ensemble, comme vous le faites aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup mieux que le truc de Teams où il y en a qui ont des grosses têtes et d'autres des toutes petites têtes. Oui, et puis on peut admirer le bureau avec la moquette grise, très impersonnel, très moche. Ah, on aide bien hein, dans la créativité. Ils n'ont pas eu le temps pour la moquette. Puis il y a encore d'autres expériences qui vont plus loin. On disait justement, les gens qui sont en virtuel alors qu'une partie des gens sont dans la salle, c'est comme deux rencontres différentes. Là, il y a des caméras qui sortent, par exemple, qui se mettent au milieu de la table et qui vont filmer chacun des participants en face, de face. Donc, tout le monde est dans le Teams, par exemple, vu de face, au lieu d'avoir, mettons, une grande salle avec les gens qui sont au fond qu'on ne distingue pas bien. Des fois, quelqu'un parle et on ne sait pas si c'est lui ou son voisin parce que le son n'est pas si bon que ça. Ouais. Puis alors, le plus flyé, vas-y, je te le laisse. On a dit que le mode hybride, ça n'existait pas. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Il y a certaines initiatives là, qui le permettent, très originales, qui nous permettent en fait, de prendre le contrôle d'un robot à distance pour interagir physiquement avec des personnes à distance. Donc là, on rentre dans l'univers de tous les possibles. Alors après, ça va être quoi? Les hologrammes, la réalité virtuelle, la réalité mixte. Et puis si je ne suis pas là, il y a une intelligence artificielle qui répond à ma place. Bon, si on n'a pas le choix, il y a peut-être des choses qui peuvent être pertinentes, c'est mieux que rien. Mais si on peut être ensemble, essayons de le faire quand on peut pour les bonnes raisons. Ouais, là, ça, c'est un petit peu ce qu'on pourrait imaginer. C'est un espace un peu plus gai qu'on peut surtout personnaliser, que l'équipe peut s'approprier pour travailler tous ensemble, pour collaborer. On a des panneaux un petit peu amovibles qui nous permettent d'afficher nos différents indicateurs. Et puis on le range et l'autre équipe tirera le sien. Donc l'espace est partagé. Hein, et puis des écrans virtuels pour afficher nos outils, etc. Évidemment, des choses qu'on va pouvoir retrouver aussi une fois qu'on est à notre bureau. Fait que là, on est tous dans la même salle. C'est un espace qui est partagé, mais quand on est dedans, il est à nous. Et puis, on le laisse pour les suivants. C'est des expériences qui sont intéressantes dans du flex office, mettons, mais où on peut quand même personnaliser des choses. Exactement. On arriverait presque à la conclusion. Là, au final, dans tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui ressort? C'est que toutes nos équipes ont toutes des contextes uniques, font toutes face à des problématiques propres selon leur organisation, selon leur environnement direct ou indirect, peu importe. Mais en fait, le télétravail, c'est juste une nouvelle variable avec laquelle l'équipe doit composer. Il faut juste être transparent et s'en parler. Écoutons-les, laissons-les décider en tenant compte des différentes contraintes qui sont celles de l'organisation, qui sont aussi vos besoins, par exemple, en tant que gestionnaire, en tant que Scrum Master. Mais laissons l'équipe se réapproprier son espace et sa façon de travailler ensemble, au-delà des contraintes techniques ou de site. C'est de l'amélioration continue, finalement, tout ça. C'est ça. Peut-être qu'en effet, pour certaines équipes, le télétravail sera réellement un frein. Mais peut-être que pour d'autres, il y a d'autres problèmes qui sont à résoudre avant ça. Mais il faut juste remettre un petit peu en perspective l'amélioration continue de chaque équipe dans son environnement. Mais au final, le message là qu'on veut faire passer, c'est aussi il faut qu'on soit plus créatifs nous aussi. On n'est qu'au début de l'expérience. Hein. Depuis 3 ans, ça a été une expérience continue. Encore une fois, Lisa parlait du changement perpétuel. On est là-dedans et on n'est qu'au début. On n'a pas encore vraiment inventé les façons de travailler au mieux, d'avoir des équipes performantes dans ces nouveaux contextes. On n'exploite pas au mieux les potentiels et les opportunités qui nous sont présentées. Donc, n'hésitons pas à laisser les équipes faire des expériences, des petits projets pilotes. Inspirons-nous de ce qui marche. Et puis, voilà, laissons-les essayer certaines choses. Ouais. Ça ne sert à rien là, de regarder les grands acteurs du marché. On s'en fiche. Oui, on a compris, on veut faire revenir les personnes, mais c'est à nous là, de vraiment faire passer un message, de montrer qu'il y a plein de façons de collaborer qui vont mieux aux équipes. Alors, on arrive à la fin de notre présentation. On va prendre les questions. Pensez à activer votre micro
à vous démuter quand vous voulez parler. Et puis, dans le reste de la présentation, on va défiler des QR codes. Donc, vous allez trouver les liens des articles qui nous ont inspirés, qui nous ont servi dans cette présentation. Vous allez trouver des liens pour nous suivre sur LinkedIn, pour suivre notre blog Agile et aussi nos activités en tant qu'agilitateur du Québec avec Romain ici présent, notamment les Playground Québec qu'on a fait régulièrement en 2023 et qu'on va recommencer prochainement. Est-ce qu'il y a des questions? Faites pas les timides. Il n'y a pas de chat pour ceux qui ne veulent pas parler. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Avec la pandémie et les contraintes de recrutement, les organisations ont profité du télétravail pour recruter beaucoup plus large que simplement dans la ville où ils sont installés. Donc, avec des équipes qui sont maintenant géographiquement séparées, on peut avoir dans la même équipe des gens à Québec, à Montréal, à Toronto, à Calgary. Vous avez dit que le mode hybride, c'est le pire des deux entre le présentiel et le télétravail. Donc, on n'a pas la possibilité d'être tous ensemble. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer de revenir au bureau? C'est effectivement une réalité au niveau du marché, au niveau des recrutements, et ça va le rester. On ne va pas perdre cette flexibilité-là, c'est clair. Donc, évidemment, on peut se rassembler beaucoup moins souvent quand on est éloigné comme ça. Est-ce qu'on peut améliorer nos façons de travailler en hybride? Déjà. Est-ce qu'on peut se rassembler une fois de temps en temps? C'est toutes les questions qu'on amène sur la table. Est-ce qu'on a des réponses? Non. Non. Il faut essayer des choses. Ce n'est pas encore inventé le mode hybride qui marche bien. Mais ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. C'est le pire des deux mondes. Ouais, c'est le mode hybride tel qu'il est fait aujourd'hui, en fait, qui ne fonctionne pas. C'est juste qu'il est... Je ne sais pas. Ça n'a pas été pensé, il n'y a pas eu des discussions. Pour l'instant, on a peut-être subi tous ces changements. On ne s'est pas encore vraiment posé la question de comment le faire marcher mieux. Mais effectivement, il y a des tas d'équipes qui vont continuer à fonctionner multi-sites, des fois avec des très grandes distances. Il faut trouver la façon de travailler efficacement à distance et de se demander, par exemple, quand je vais sur site, pourquoi? Si toute mon équipe est loin, est-ce que j'y vais pour socialiser avec d'autres personnes? C'est très bien. Merci. Merci. Très bonne question. Oui. Salut. Moi, je suis Scrum Master du Lac-Saint-Jean pour une équipe qui travaille à Montréal. Ça veut dire que c'est à 500 km. Puis mon organisation a mis 2 jours obligatoires au bureau. Fait que, selon vous, est-ce qu'un Scrum Master, c'est plus important qu'un autre rôle à être au bureau durant la semaine? Donc, tu es au bureau tout seul et ton équipe est à Montréal. Éventuellement, tous ensemble aussi. OK. J'espère que ton gestionnaire est dans la salle. Donc, tu fais du télétravail au bureau, c'est ça, hein? Ça t'apporte pas grand-chose d'aller au bureau, sauf de socialiser avec d'autres collègues du Saguenay. Mais par rapport à ton équipe, ça ne t'apporte rien. Ouais, je parle pour d'autres membres de mon équipe également qui disent moi, je viens travailler, mais si je vais au bureau, c'est pas pour me faire des amis, c'est pour travailler. Fait que... OK. Exactement. Après, la discussion qu'il peut y avoir, c'est aussi de voir peut-être comment on peut faire pour se rencontrer peut-être au mois, au trimestre. Je ne sais pas ce qui est faisable, ce qui est acceptable aussi pour l'organisation, mais ça peut être aussi ça pour créer des moments de socialisation et aussi de travail dans l'équipe en profitant d'être tous ensemble pour collaborer différemment. Et puis, comme on l'a dit dans la conférence, sans plaisanterie, essaye d'avoir la discussion ouverte avec ton gestionnaire sur tes besoins, ses besoins aussi, et les besoins de l'équipe, pour que aller au bureau, ça fasse du sens, idéalement. Et il n'a peut-être pas le choix non plus si c'est imposé au niveau de l'organisation, et tu n'as pas le choix non plus. Ça, on t'a pas aidé. Merci. Merci. D'autres questions? D'autres commentaires? Oui? Oui, bonjour. Moi, je voudrais partager, en fait, notre expérience chez Industriel Alliance. Puis si vous voulez refaire la conférence l'an prochain... Avec plaisir. Ce serait génial. On a beaucoup expérimenté cette année. Le mode hybride, le mode en présentiel, le mode à distance, les salles que vous avez montrées. Puis le tapis est beaucoup plus beau. La salle est vraiment plus intéressante.
Il y a des caméras qui suivent nos visages, tout ça. Puis ce qui semble fonctionner bien pour nous, c'est le mode hybride, mais en faisant des moments clés en présentiel. Fait que chaque gestionnaire, on s'est fait demander de réfléchir à comment on voulait rencontrer nos équipes de 3-4 fois par année en présentiel, et pas nécessairement pour travailler, mais pour faire des activités d'équipe, pour se rencontrer, puis on a appelé ça des moments clés. C'est très encouragé, même les gens de Vancouver viennent à Québec, les gens de Toronto. Fait qu'on se rencontre 3-4 fois par année, puis le reste, bien, on arrive à vivre dans ce mode hybride. Personne n'est jamais obligé de venir au bureau. Puis ce qui fonctionne le moins bien, je dirais, c'est les gens moitié à distance, la moitié dans une salle où tout le monde essaie de parler. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution à ça. Merci pour ce partage, c'est très, très enrichissant, très intéressant. On doit terminer là-dessus, on nous fait des grands signes là. Mais effectivement, voilà, on pense qu'on est encore au début de la discussion là-dessus, des expérimentations. Fait que continuez à réfléchir, à essayer. On est dans le changement tout le temps. Et merci de nous avoir donné de nous avoir accordé 50 minutes de votre temps. Aurélien Ferry et Valérie Germain, merci beaucoup pour cette prestation très enrichissante encore une fois. Nous sommes à 10h50, c'est le moment de la pause. On va se retrouver ici à 11h pour la suite de notre jour 2 de l'Agile Tour 2023. À tout à l'heure. Merci beaucoup.